j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui a été choisie par une abonnée. Voilà, comme quoi je vous fais participer un petit peu dans ma création de contenu. Donc ce soir, on se retrouve pour un petit, je sais pas si c'est Get and Ready With Me ou c'est quoi. Enfin, elle a proposé plutôt une night routine après le taf. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine et que j'ai pas vraiment de routine, ça va juste être une night. Là actuellement, il est 21h40, je viens de rentrer de la salle de sport. Donc là, je vais aller me doucher, je vais faire un petit peu mes soins pour la peau, ranger un peu la cuisine. Donc voilà, ça va être un petit peu ça le programme, c'est très chill. C'est très chill, il va pas se passer de trucs incroyables, mais vous savez que de toute façon ma vie elle est banale. Moi j'ai une petite vie banale. Donc bref, c'est parti! Bon les gars, j'ai fini de me laver, c'est parti pour la skincare routine si on peut dire. Ma skincare elle est très simple, elle est composée de 3 produits. D'ailleurs je viens d'acheter un nouveau sérum, faut que je teste. Je commence par me nettoyer le visage avec ce nettoyant de Neutrogena. C'est celui au curcuma, il est pour les peaux à imperfection. Regardez, c'est écrit là. J'utilise depuis déjà à peu près 2 semaines et je trouve que vraiment il est pas mal. J'avais l'habitude d'utiliser des gels ou des trucs quand même assez lourds et je trouve que la mousse vraiment ça apaise ma peau et en plus le curcuma bah ça a des effets éclaircissants, mais pas éclaircissants en mode Caro Light, mais genre ça unifie le teint, ça donne de l'éclat et tout. Donc bref. Du coup tout à l'heure je suis passée à la pharmacie, j'ai acheté ce sérum de chez La Roche-Posay. Donc c'est le Effaclar Sérum ultra concentré anti-imperfection, anti-marque, peeling quotidien, etc. Apparemment il est super efficace et la pharmacienne m'a dit qu'il marchait super bien. Et elle m'a aussi expliqué qu'il fallait utiliser très peu de produits pour les gens qui ont mon type de peau et qui ont notamment des imperfections comme les miennes. Sauf que moi je mettais 4 sérums chaque matin et chaque soir. Je mettais de la niacinamide 10%, du liposomal 5%. Ça c'est à base de quoi? Je sais même plus c'est à base de quoi. Mais je mettais un tas de sérums sur ma peau. En plus de ça, je mettais une crème. Donc tu m'étonnes que les boutons ils sortent en fait. Donc je vais le tester. J'espère que ça va marcher. Ça m'a coûté quand même 29,99. Donc je tiens à vous prévenir, c'est un budget. Waouh, déjà il est super concentré. Oh my god! Donc du coup là maintenant je vais pouvoir venir appliquer mon acide hyaluronique. Je sais pas si c'est de la vraie, je sais pas si c'est de la fausse. C'est celle d'Action que j'utilise, donc c'est la gamme Elisa Jones. Et j'ai jamais eu de problème. Et apparemment au niveau de la compo elle est top. J'ai un peu regardé, vous savez, sur les comparateurs de composition et tout. Et je crois qu'elle était à 18 sur 20, un truc comme ça. Si vous avez peur pour votre peau, allez acheter celle de chez La Roche-Posay. Mais si vous n'avez pas de sous et que vous n'avez pas tellement peur, bah écoutez, foncez, parce que moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème avec ce produit. On va s'attaquer aux cheveux. Pour la nuit, je me casse vraiment pas la tête. Je fais juste 2 grosses nattes collées. Et puis le matin, quand je me réveille, bah je vois ce que je veux faire. Par exemple, là, j'ai gardé mes nattes collées toute la journée parce que je suis partie au travail en perruque. Quand je suis arrivée à la salle, du coup, j'ai enlevé ma perruque. Et là, ils sont un peu gras, enfin un peu gras, très gras même, parce que là j'ai mis grave des huiles ce matin, je sépare en 2. Je fais des nattes très grossières, hein. Je suis pas une coiffeuse professionnelle. D'ailleurs j'ai déjà un peu de repousse, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est incroyable, ça fait genre à peine 2 semaines que je suis défrisée. Bon, c'est fait, je vais m'habiller, on va manger et puis ça va être le petit instant détente avant de se coucher. Bon, on va devoir ranger la cuisine parce que là, elle est dans un bazar pas possible. Ce matin, j'ai pris mon petit déj, j'ai pas eu le temps de ranger parce que j'avais raté mon bus. Là, il y a des restes de KFC que j'ai mangé avant-hier. De toute façon, j'ai pas passé le week-end à la maison pour ma défense. Mais donc, je vais ranger un petit peu ce bazar et puis ensuite, on va manger.
appétit les gars. Alors au menu, ce sont des restes que j'ai fait avant-hier. Donc c'est du riz avec de la sauce bolo. Voilà, c'est un plat que j'aime beaucoup faire. Et en dessert, j'ai du tiramisu. Il y a une collègue à moi qui a fait du tiramisu et qui m'en a gardé. Period A, period E, period A, period E, period A, period E. I am period E, you are period E. Je l'ai dans la tête depuis ce matin, c'est horrible. C'est un enfer. Toutes les 2 secondes, je suis en mode period A, period E. Je peux plus. Bon les gars, il est actuellement 23h14. Je vais pas dormir tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorier. Je vous avais montré dans mon avant-dernier vlog, oui, que j'avais acheté. Donc c'est ce petit carnet là, ce petit livre à coloriage. Je l'ai acheté chez Action avec ces petits feutres. Donc c'est ma petite activité pour lutter contre mes petites crises d'angoisse et d'anxiété, etc., etc. Donc j'essaye de me pousser le plus possible à colorier avant de dormir au lieu de rester sur mon téléphone. Comme ça, bah, je m'endors vraiment apaisée, entre guillemets. Et ça me permet de déverser un peu toute la colère et toutes les mauvaises ondes que j'ai intériorisées toute la journée. Celui-là, je l'avais commencé, mais en fait, j'aime pas les motifs. Donc, je vais en commencer un nouveau. Celui-là, regardez, il est trop beau. Je vais pas le finir. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas le finir parce que faut qu'au plus tard, à 23h30, je sois déjà, lumière éteinte, prête à dormir. Alors du coup, comme je vous ai dit, je fais des crises d'angoisse. C'est assez récurrent en ce moment. Je sais pas si j'ai envie de l'expliquer. En fait, j'ai envie de l'expliquer, mais je sais pas si c'est une bonne chose d'expliquer les raisons de mes angoisses en fait. Mais je pense que j'en ai réellement besoin parce que c'est en train de me détruire de l'intérieur. Comment dire ça sans blesser qui que ce soit? Vous savez que j'ai une relation assez particulière, enfin je dis vous savez, je vous parle très rarement de ma mère, mais j'ai une relation assez particulière avec elle, c'est-à-dire que bah ma mère c'est ma génitrice, voilà, c'est elle qui m'a accouchée, mais elle ne s'est jamais réellement occupée de moi. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous avez pas vu mon arbre généalogique. J'avais fait un arbre généalogique en story Insta pour expliquer un petit peu parce que c'est vrai que mon cadre familial il est assez flou, mais en gros, il y a ma mère et à mon père, donc mes parents biologiques. Maintenant, mon papa, lui, il est décédé quand j'avais 3 ans. Jusque-là, tout va bien. À son décès, du coup, ma mère m'a récupérée et j'ai vécu de mes 3 ans à mes 4 ans et demi, 5 ans environ avec elle. Et à mes 5 ans, donc quand je suis rentrée en CP, je suis partie vivre chez mon oncle parce que voilà, elle avait pas les moyens de s'occuper de moi. Et puis même moi, j'avais envie d'aller vivre chez mon oncle parce qu'à chaque fois que j'allais en vacances chez mon oncle, bah, c'était trop bien quoi. Et je mangeais à ma faim. J'ai ma cousine qui a le même âge que moi, etc. Donc voilà, je me sentais vraiment bien là-bas, tout en sachant que mon oncle et ma tante m'ont toujours traité comme l'un de leurs enfants. Ils n'ont jamais fait de différence, du moins je n'ai jamais senti de différenciation au niveau du traitement qu'ils avaient à mon égard par rapport à la façon dont ils traitaient leurs enfants. Donc de mes 5 ans jusqu'à ce que j'arrive en France, donc en 2010. Et il y a beaucoup de souvenirs que j'ai oubliés en fait et qui m'ont été racontés en grandissant. Des souvenirs du genre pendant que j'étais chez mon oncle, ma mère pouvait être dans la même ville, voire dans le même quartier, et ne passait pas me voir. Le fait que ma mère n'appelait que quand elle avait besoin d'argent. Vous voyez, des petits détails comme ça. Donc pendant 2 ans, en fait, pendant 2 ans, j'ai pas vu ma mère. De 2008 à 2010, je n'ai pas vu ma mère. Et elle s'est pointée le jour de mon départ, où je devais prendre l'avion pour me dire au revoir. En larmes, etc., etc. Elle pleurait, blablabla. Bah du coup, je suis arrivée en France. Et disons les 2 premières années où je suis arrivée en France, j'ai pas eu de nouvelles de ma mère. Donc de 2010 à 2012, j'avais pas de nouvelles. 2012, j'ai eu quelques nouvelles, j'ai eu genre 2-3 nouvelles. Elle a dû m'appeler 2 fois dans l'année. À savoir que ma mère, elle est très pauvre, donc elle a pas les moyens, donc je peux comprendre que des fois elle a pas de téléphone, blablabla. De 2012 à 2015, j'ai pas eu de nouvelles, encore une fois. Tout en sachant que ma grand-mère, donc du coup ma grand-mère qui m'a fait venir en France, faisait tout pour que je puisse l'avoir au téléphone, c'est-à-dire qu'on allait au cybercafé, on essayait tous les numéros possibles parce qu'elle changeait tout le temps de numéro. Donc elle était introuvable. Elle était introuvable. Vraiment, ma grand-mère a vraiment fait de son mieux pour que je puisse avoir des nouvelles de ma mère en fait. Sauf que c'était l'enfer. Et donc bref, quand
je repars au Cameroun, donc en 2015. Je revois ma mère, enceinte. Elle était enceinte, je n'étais pas au courant, donc elle était à terme en fait. Elle était enceinte je crois qu'elle devait être à 8 mois, quelque chose comme ça. Donc enceinte de mon petit frère à ce moment-là. Je vous remets le lien de la story time de quand on m'a renvoyé au bled. Mais il faut savoir que à ce moment-là, quand on m'a renvoyé au Cameroun en 2015, je suis restée exactement 5 mois. Sur 5 mois, je n'ai vu ma mère qu'une seule fois. Et c'est le soir de mon arrivée. J'ai passé 5 mois sur le territoire. Elle n'est pas venue me voir à l'internat. Pendant les vacances, elle n'a pas essayé de me voir. C'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense. Bon, plus tard, elle m'a dit qu'elle a essayé, mais qu'on l'en avait empêché. Mais bon. Avec ce que je vais vous raconter, je pense que vous allez être du même avis que moi. Mais donc, bref. J'ai passé plusieurs mois au Cameroun et elle n'a jamais essayé de prendre contact avec moi. Je suis rentrée en France. Elle n'est pas venue me voir pour me dire au revoir. De 2015 à 2017, pareil. Pas de nouvelles. Et pourtant, j'avais un téléphone. J'ai un téléphone depuis que j'ai 11 ans. Et de mes 11 ans à mes 15 ans, j'avais le même numéro de téléphone. Je n'ai jamais changé de numéro de téléphone jusqu'à ce que j'ai 15 ans en fait. Elle avait mon numéro de téléphone, je lui avais donné. Donc si elle avait voulu me joindre, elle aurait pu le faire. Elle aurait pu le faire. Du coup, je suis rentrée et donc pendant 2 ans, encore une fois, j'ai pas eu de nouvelles d'elle jusqu'à ce qu'on me renvoie au Cameroun encore une fois en 2017. Donc à ce moment-là, le plan de ma grand-mère, enfin c'était quoi? C'était de me faire vivre avec ma mère pour que je vois à quel point la misère est cruelle et tout. Et comme ça, quand je reviendrai en France, je serai une petite enfant toute calme, toute docile, qui allait obéir parce que j'aurais vécu vraiment la misère. J'étais censée passer 1 an avec ma mère au Cameroun. Sauf que sur 1 an, j'ai vu ma mère 3 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, elle m'a récupérée. J'ai vécu avec elle dans sa maison pendant genre 2 mois. Et après, elle a disparu en me laissant avec mon petit frère et ma petite sœur. À savoir que ma petite sœur à ce moment-là avait 10 ans. Moi, je venais d'avoir 15 ans et mon petit frère, il avait 3 ans. Donc, je me suis retrouvée maman, en fait, à 15 ans. Je devais m'occuper de faire le marché, de faire à manger, d'aller à l'école, parce que j'étais en seconde. Je devais aller à l'école, je devais avoir une vie de jeune fille, mais en même temps, je devais m'occuper des enfants. Donc, elle me laissait comme ça pendant 1 mois. Elle revenait 2 jours, après elle repartait 2 mois, après elle revenait. Et sur le moment, moi, je voyais pas le mal. En fait, je voyais pas le mal parce que j'étais tellement heureuse d'être avec ma mère, j'étais tellement heureuse de vivre avec elle. Après toutes les mauvaises choses qu'on m'avait dit à son propos, la femme que je voyais en face de moi, en fait, c'était une femme très gentille avec moi, bienveillante. Et je sais pas, on s'entendait très bien, donc en fait, elle aurait pu faire n'importe quoi, on aurait même pu vivre dans la cambrousse. Tant que j'étais avec elle, vraiment, j'étais au max, genre j'étais heureuse et c'était vraiment elle et moi contre le reste du monde parce qu'elle avait réussi à me monter le cerveau contre ma grand-mère, contre mon frère, contre ma soeur en me disant faut te méfier d'eux, ils te veulent du mal, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, nanana. J'étais arrivée à un stade où j'étais vraiment matrixée et où je me méfiais de tout le monde, c'est-à-dire que même quand mon frère ou ma soeur m'appelait depuis la France pour me demander comment ça allait, j'osais pas dire la vérité, je ne voulais pas dire la vérité, je leur mentais. Je leur disais que ça allait bien, que tout se passait bien parce que je voulais un peu laver l'honneur de ma mère, tu vois, en faisant croire à tout le monde que j'étais dans de bonnes conditions alors que non, je ne mangeais même pas ma faim, j'étais maigre, enfin c'était pas, je sais pas si je dois dire l'enfer ou pas, mais j'embellissais la chose pour au moins qu'ils se disent ma mère c'est pas une grosse merde. Et donc bref, j'ai menti comme ça pendant un bon moment jusqu'à ce que ma soeur elle vienne au Cameroun et qu'elle me voit totalement amaigrie. j'étais totalement maigre et c'est ma soeur qui a poussé ma grand-mère à me faire rentrer plus tôt que prévu. Du coup, je rentre en France donc en 2018 et entre 2018 et 2020, je n'ai absolument aucune nouvelle de ma mère encore une fois. Elle avait absolument tout et pendant 2 ans, je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère, aucune. Mais j'étais habituée en fait, c'est-à-dire que je me posais même pas la question. Genre dans ma tête, c'était en mode je sais qu'elle m'aime et j'ai pas besoin de lui parler tous les jours pour qu'elle me le dise. Pour le savoir, voilà, j'acceptais vraiment le minimum de sa part. Genre, j'étais en mode, je suis rentrée en France, j'étais vraiment en mission contre ma grand-mère, c'est-à-dire je voulais vraiment tout faire pour la venger. J'avais tellement une grande haine envers ma mamie qui m'a pourtant tout donné, ma grand-mère qui m'a tout donné, qui s'est sacrifiée pour moi, qui m'a adoptée, qui m'a fait venir en France, enfin bref, j'avais une telle colère en moi, mais tout ce que je voulais c'était venger ma mère. Donc je suis rentrée, j'étais irréprochable en fait. Mais mon irréprochabilité c'était pas parce que j'avais réellement changé en fait, c'était parce que dans ma tête c'était il faut que je me batte pour ma mère, il faut que je me batte pour sauver ma mère, il faut que je me batte pour laver l'honneur de ma mère, etc. etc. C'était vraiment
la seule chose qu'il y avait dans ma tête. Faut savoir que ma grand-mère était malade depuis 2019, donc elle avait un cancer. Mais à partir de à peu près juin 2020, ça s'empirait parce qu'elle a fait un AVC, etc., etc. Donc c'était un peu compliqué, elle parlait plus, elle mangeait plus, elle pouvait plus rien faire. En fait, elle avait perdu toute once d'autonomie. Donc je m'occupais d'elle, voilà, je m'occupais d'elle. J'ai réussi à avoir des nouvelles de ma mère, elle m'avait appelé à ce moment-là et je lui avais expliqué que je sentais que la fin était proche. Et à partir de fin 2020, elle a commencé à m'appeler subitement, quasiment une fois par semaine ou une fois tous les mois. Elle m'appelait, comment va mamie, qu'est-ce que les médecins disent? Et moi, totalement crédule, je lui racontais tout. Oui, les médecins d'ici, il reste très peu de temps, ça peut arriver à tout moment, etc., etc. Enfin, c'est ma mère! C'est ma mère. Donc je disais tout et puis finalement en février 2021 ma grand-mère elle est morte, donc j'ai appelé ma mère pour lui annoncer. Forcément elle était pas joyeuse, hein. Enfin du moins elle a caché sa joie ou je sais pas. Mais très rapidement elle a commencé à me parler d'héritage. L'héritage c'est comment, ça va se passer comment, la maison c'est toi qui vas récupérer ou c'est telle personne, la voiture, il y a combien d'argent. Vraiment toutes ces questions étaient vraiment très très axées argent, héritage. Et elle m'appelait une fois par semaine et à chaque fois c'était pour me demander ça va se passer comment, tu vas l'habiter où, tu vas faire quoi de la maison, faut pas vendre de la maison. Enfin bref, c'était rarement pour me demander comment j'allais en fait, parce que certes je suis quelqu'un de fort, je suis une jeune fille très forte qui a un mental, etc., etc. Mais à ce moment-là j'avais juste besoin qu'on me demande comment tu vas, comment tu te sens, etc. Et ça c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas en fait. Et ma mère a toujours été comme ça avec moi, c'est-à-dire que elle a toujours pris le fait que je sois forte pour ne jamais parler d'émotions avec moi, pour ne jamais me demander comment j'allais. Toutes nos conversations, c'était toujours avec intérêt. Et elle se posait que très rarement la question de savoir ce que je ressentais, comment je pouvais vivre la situation, etc. Parce qu'elle se disait, ma fille, elle est forte, elle va s'en sortir. Mais sauf que non, en fait. Elle a commencé à m'appeler tout le temps subitement, elle a trouvé un téléphone. Hein. Voilà, je saute un peu les étapes. Du coup, quand j'ai commencé mes études à vivre seule, dès que j'ai eu ma première bourse, j'étais tellement contente que je me suis dit, je vais envoyer quelque chose à ma mère. Alors là, je me suis mise dans une merde. Mon premier virement Crous, ma première bourse, sur mes 587 €, je prends 100 €, j'envoie à ma mère. J'étais tellement fière, j'étais tellement contente de faire ça pour elle, pour l'aider, et puis ça me faisait plaisir, voilà, je voulais vraiment l'aider, vraiment. Bref, elle était contente, elle m'a comblé de bénédictions, que Dieu te bénisse ma fille, qu'il fructifie ça, et fianton. Sauf qu'en fait, ça a commencé tous les mois, elle m'appelait, oui c'est comment, est-ce que t'as pas quelque chose pour moi, c'est chaud, l'héritage ça avance comment, quand est-ce qu'il libère l'argent, tous les mois, c'était comme ça. J'avais un appel, si bien que en fait dès que je vois un plus 237 sur mon téléphone, ça me fait des crises d'angoisse. Ça m'énervait un peu, mais je voyais pas tellement le problème parce que pour moi c'était mon devoir entre guillemets de le faire et c'était la mission pour laquelle elle avait accepté de m'envoyer en France. Genre je devais être là pour m'occuper d'elle, je devais être là pour la sauver. Genre j'avais vraiment ce truc de la sauveuse, en fait il faut que je sauve ma mère. C'est un truc de fou. Très très vite en fait avec toute cette pression entre les cours qui me plaisait pas spécialement, le fait que j'arrivais pas à m'intégrer, le fait que j'avais envie de me lancer sur YouTube à temps plein et le fait que ma mère me mettait littéralement la pression pour envoyer de l'argent parce que apparemment c'était chaud sur elle, c'était impossible. Franchement c'était impossible. Avec toute la bonne volonté du monde, c'était impossible que je continue mes études. J'ai arrêté mes études, certes parce que j'aimais pas, mais il y a une grosse part qui est que je voulais trouver un travail, je voulais avoir de l'argent pour pouvoir aider ma mère et subvenir à ses besoins. Donc c'est pour ça que je me suis mise à chercher un travail, etc. Mon premier salaire, je lui ai envoyé 300 €. Et l'enfer a commencé en fait. Dès que je lui ai envoyé son argent, elle ne me disait pas merci. Je ne recevais pas un message pour même un remerciement ou quoi que ce soit. Rien du tout. C'était MoneyGram en fait qui me disait que elle avait bien récupéré l'argent. C'est-à-dire que quand elle voulait de l'argent, déjà elle appelait seulement à la fin du mois. Elle appelait à la fin du mois et elle m'appelait quasiment tous les 2 jours. Oui, ça va ma fille, c'est compliqué, y a ci, y a ça, machin. On est déjà en train de vouloir me mettre en prison parce que j'ai les dettes. Et moi avec tout le bon cœur, je m'inquiétais surtout pour les enfants, tu vois, parce que je me dis si ma mère va en prison, en fait, qui va s'occuper des gosses? Moi, tout ce que j'entends, c'est mon petit frère et ma petite soeur vont être dans une merde pas possible, donc faut que je fasse quelque chose. Donc j'envoyais. Si bien que mon épargne, à l'heure actuelle, est à sec. Il me reste des miettes. Il me reste quelques miettes, j'essaye de recommencer à épargner, mais j'ai tellement sorti d'argent pour aider ma mère. Je me suis mise dans la merde toute seule. Enfin, toute seule.
on peut dire. Donc bref, et donc j'ai jamais eu un merci de sa part. C'était Monégram qui me disait « Votre argent a bien été récupéré par ta 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 ». Du 1er au 27, je n'avais aucune nouvelle de ma mère. Entre le 27 et le 1er, ça appelait tout le temps. Là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème et ça a commencé à me faire de la peine parce que je me suis rendu compte en fait qu'elle me parlait juste par intérêt en fait. C'est là que j'ai commencé à réaliser, donc j'ai commencé à en parler à mon frère et tout. Mon frère il m'a dit ouais c'est chaud. Je sais pas si je vais t'expliquer mais mon frère c'est mon cousin. Mon frère c'est le fils de mon oncle et ma tante qui s'occupaient de moi quand j'étais petite. Donc c'est pas sa mère en fait, tu vois. Donc il peut pas vraiment se prononcer et me dire arrête d'être ta mère parce que ça reste ma mère. Mais le fait de me voir aussi mal et me voir pleurer quasiment tous les mois parce que je supporte plus la pression, parce que elle me brise le cœur en fait en faisant ça. Ça l'énerve, mais sauf qu'il se sent impuissant. Mais donc bref, là dernièrement il y a eu la rentrée de ma petite sœur. Je m'étais engagée à m'occuper de sa scolarité. Faut savoir que j'ai pas eu de nouvelles de ma mère entre juin et août. Fin mai j'avais envoyé une très grosse somme. Donc une somme qui suffisait pour qu'elle puisse disparaître pendant quelques mois. Et pourtant, j'avais envoyé de l'argent pour qu'elle s'achète un téléphone. J'avais envoyé de l'argent pour qu'elle puisse construire un business au Cameroun, pour qu'elle puisse avoir d'argent pour s'occuper des enfants. Bref, j'avais vraiment envoyé une somme importante. Et donc, fin août arrive, elle m'appelle, oui, ça va. Si on ne t'appelle pas, tu ne nous appelles pas, machin, machin. Du coup, je lui explique que maman, j'ai des problèmes, ça ne va pas. Oui, quand on a des problèmes, on en parle et tout. Mais t'es la cause de mes problèmes. Madame, vous êtes la cause de mes soucis, en fait. Je vais en parler avec toi pour dire quoi. Du coup, elle me dit, oui, il y a pour la scolarité de ta petite sœur et tout, faut 200 000. Je me dis, depuis quand les écoles coûtent si cher au Cameroun, à savoir que ma sœur a toujours fait le public. Pourquoi un tel montant? 200 000, c'est énorme. Mais j'avais pas envie de discuter, en fait. J'avais pas envie de discuter, j'ai dit d'accord. Sachant que j'avais été en arrêt maladie tout le mois d'août, quand septembre arrive, j'ai quasiment pas de paye, quoi. J'ai eu quoi, 400 € de la CPAM. Sur les 400 €, j'ai donc retiré 300 € pour envoyer pour l'école de ma sœur. Donc j'étais à découvert, hein. Clairement je suis à découvert actuellement. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. J'envoie les 200 €, sachant qu'elle m'appelait tous les soirs, hein. Tous les soirs, oui, c'est comment? J'étais là, maman, j'ai pas encore été payée. Et dès lors que j'ai envoyé l'argent, plus de nouvelles. J'ai envoyé l'argent, nous étions exactement le 5. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Ça fait depuis le 5 que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. J'ai trouvé ça tellement ingrat, ça m'a fait tellement mal. Mais jusque là, je réalisais pas encore jusqu'où ça allait cette histoire. Donc le soir où j'ai envoyé l'argent, je reçois un appel du père de ma petite sœur. Parce qu'on n'a pas le même père forcément. Donc je reçois un appel du père de ma sœur avec qui je m'entends très bien, on est en contact. C'est avec lui en fait que je traite pour savoir comment ma sœur va réellement. Parce qu'elle aime bien mentir. Elle sait que pour m'attendrir, en fait, faut me parler de mon frère et ma sœur. Parce que c'est toute ma vie, genre... si elle me demande de l'argent pour elle, elle sait que je vais pas envoyer. Mais quand elle met le nom de ma sœur dedans, même si j'ai pas, je vais me battre pour envoyer, tu vois. Donc bref, son père m'appelle et tout, elle me demande, oui, est-ce que t'as des nouvelles de ta mère et tout. Depuis, j'essaie de la joindre. Je fais, non, j'ai pas de nouvelles, j'ai eu des nouvelles hier. Et je devais envoyer de l'argent pour la rentrée. Et il me dit, mais moi aussi, j'ai envoyé de l'argent pour la rentrée de la petite, il y a cela 2 jours. Et depuis, elle est injoignable, je n'arrive pas à la joindre. Je lui demande, mais comment ça, t'as envoyé de l'argent pour la rentrée de la petite? J'ai envoyé. C'est moi, elle m'a demandé de payer la pension et tout, qu'elle avait trouvé une école, machin, machin. Elle me dit, mais pas du tout en fait. Moi j'ai envoyé 70 000, donc 70 000 c'est un peu plus de 100 €. Donc je me rends compte que non seulement ma mère m'a berné, mais qu'en plus elle m'a menti et qu'en plus elle s'est servie de moi, tout en sachant que je lui avais fait part de mes difficultés financières, que je lui avais dit que c'était dur, que je lui avais dit que j'arrivais même pas forcément à me nourrir comme je le voudrais, etc. Je lui avais fait part de tout ça. Et je vous jure que les choses qu'on dit qu'on a le cœur brisé, que garçon nous a fait gourmand et tout, la douleur que j'ai ressentie dans ma poitrine, j'ai eu tellement mal. Franchement, cette douleur, je vais jamais l'oublier. J'ai eu tellement mal. Donc vraiment, mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Donc là, je réalise, ouais, qu'elle m'a menti, qu'elle s'est servie de moi, qu'elle a joué avec mes sentiments, qu'elle a joué avec le fait que j'étais prête à tout pour ma sœur, juste pour avoir de l'argent pour faire je ne sais quel business. En sachant que ma mère ne veut pas travailler, hein. Ma mère est persuadée que c'est une businesswoman, mais quand je lui dis vas-y essaie de trouver un travail, je sais pas, fais le ménage chez les gens ou cuisine, parce qu'elle cuisine très très bien. Non, moi je fais pas ça. Bref, je m'éparpille. Le cœur brisé, j'appelle mon grand frère en sanglots. Franchement j'étais en larmes, je crois que j'ai pleuré pendant au moins 30 minutes, j'étais incalmable parce que vraiment la douleur que j'ai ressentie, genre ce jour-là en fait j'ai compris que c'était mort et que ma mère en fait c'était juste ma génitrice et que ce serait jamais ma mère. Et je me suis dit c'est pas grave, j'ai d'autres mamans, tu vois, Dieu merci, j'ai 2 autres mamans, j'ai même trop de mamans en fait ici dehors. Mais c'est des choses qu'on m'a toujours dit, que j'ai toujours su dans le fond de mon cœur et qu'on a essayé de me faire comprendre et qu'on m'a dit, que des tantes m'ont dit en mode
ta mère a fait ci, ta mère a fait ça et tout, mais moi je voulais pas les croire parce que j'avais eu mon lavage de cerveau, rappelez-vous. J'ai souvent vu ma mère être malhonnête et arnaquer des membres de la famille, c'est-à-dire soudoyer de l'argent à ma grand-mère, à mon oncle, etc. Donc mentir, inventer des choses pour avoir des grosses sommes, j'ai toujours vu faire ça et je ne m'étais jamais dit que même à moi, son propre enfant, elle le ferait en fait. Ton propre enfant, je galère, je te dis que je galère, je te dis que c'est dur. Et tu te sers de moi de la sorte. Et depuis ce moment-là, je fais des crises d'angoisse en fait. Je fais des crises d'angoisse. J'ai bloqué son numéro. Et c'est triste à dire en fait, ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression d'abandonner ma petite sœur alors que non en fait. Faut juste que je m'éloigne de ma mère parce que c'est trop. Cette personne est tellement toxique pour moi. Et moi j'ai tellement un cœur de pardon. Donc voilà, je préfère m'éloigner et du coup ça m'angoisse en fait. En fait le plus dur dans cette histoire, c'est que quand les gens me demandent oui, tes parents c'est comment, et que je leur dis je ne parle pas avec ma mère, directement les gens sont dans le jugement. Ouais, tu devrais pas, c'est pas bien, faut pardonner. Non mais je sais de quoi je parle, j'ai vécu ça, ou j'ai un pote qui a vécu ça, etc. Non, 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 on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas le même vécu. Peut-être que t'as eu des histoires d'argent, des problèmes d'argent avec ta mère, mais c'est pas la même histoire et on n'a pas la même sensibilité surtout en fait. Et c'est un truc qui me braque tellement, mais tellement au point où je fais croire la plupart du temps que ma mère et moi on a une relation d'enfer et qu'on s'entend trop bien alors que non, pas du tout. Et généralement même quand je parle de ma mère, je parle de ma tante. Moi quand je dis maman, je pense à ma tante, je pense pas à ma mère. Quand je dis le mot maman, je pense à ma tante en fait. Je pense à celle qui s'est occupée de moi, qui m'a éduquée, qui m'appelle mon bébé, mon cœur, mon amour, qui m'a donné de l'affection toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc bref, voilà, c'est un peu ça l'histoire et c'est un peu une des raisons qui fait que pendant très longtemps, je voulais pas parler de ma famille, je voulais pas parler de mon cadre familial parce que il y avait une part de honte et j'avais tellement de colère en moi. Donc là, maintenant, je suis apaisée. C'est un grand mot, mais j'ai compris la leçon. Mais voilà, c'est dommage pour elle. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je fais des crises d'angoisse en ce moment, en fait. Parce que souvent, j'y pense et en fait, c'est la douleur que j'ai ressentie qui me fait stresser. Je vous jure, j'ai eu mal. Les gars, j'ai eu mal d'une manière. Mais bon. Ça va mieux, ça va aller. Dieu merci, je suis très bien entourée. J'ai des amis en or, j'ai un grand frère et une grande sœur en or. J'ai une communauté en or. Donc je suis pas inquiète pour moi, je sais que je vais m'en sortir. Et j'ai une bonne étoile. Je sais que j'essaye de faire du bien dans ce monde. Et je sais que le monde va me le rendre. Donc je suis pas inquiète. Anyway, là, je crois que j'ai trop parlé, il est déjà 23h47. Je devais m'arrêter à 23h30, mais voilà, j'étais happée par l'histoire. J'ai pas trop avancé, j'ai juste pu faire le petit rond du milieu là. Mais ça m'a fait du bien et je me sens vraiment très très libérée. En tout cas, mes amours, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je vais me coucher. Je vous fais de gros bisous, on se dit à demain. Quelle à demain? On se dit à mercredi prochain, 21h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.